Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va se pencher sur l'entreprise Adyen, une fintech. Alors avant d'aller plus loin, le petit rappel d'usage, donc moi je ne suis pas un professionnel de la finance, donc la vidéo qui va suivre ne constitue pas un conseil en investissement. Je vous partage simplement mes analyses afin que vous les critiquiez et éventuellement que vous en inspiriez, mais c'est à vous de faire votre propre analyse au final. Voilà. N'oubliez pas, moi je suis un simple amateur. Donc on va se pencher sur l'entreprise sur le plat habituel, on va présenter rapidement son business, on va se poser sur les chiffres, on va regarder la concurrence, un mot sur la perspective, l'analyse technique et je conclurai. Alors l'entreprise d'abord Adyen, donc c'est une entreprise dont le siège social est aux Pays-Bas. C'est une large cap dont la capitalisation est actuellement de 57 milliards, qui participe à l'indice Eurostock 50. Elle appartient au secteur de la tech sous catégorie fintech et si on essaie de la classer selon les critères de Peter Lynch, elle appartient au fast grower. Alors que fait Adyen? Adyen, donc c'est une fintech, donc c'est une plateforme qui regroupe plusieurs activités, en tout cas plusieurs activités entre le client, le réseau de cartes et les magasins. Et Adyen regroupe une partie de ces activités, en sachant que du coup permet de payer avec énormément de moyens de paiement. Alors bien sûr tout ce qui est carte de crédit, mais tout ce qui est système Apple Pay et puis les systèmes comme il y a dans les applications Alipay ou Tenpay, et quel que soit le pays dont on est originaire et quel que soit le pays où se situe la boutique. De manière supplémentaire, donc elle assure tous les éléments logistiques derrière et elle offre aux vendeurs des analyses de data, des systèmes pour voir quels sont leurs meilleurs clients et leur proposer des offres ciblées. Bon, pour être très honnête, c'est un domaine un petit peu technique, donc toutes les subtilités m'échappent un petit peu en partie, mais en tout cas c'est un business en croissance et extrêmement profitable, comme on le verra un peu plus tard. Actuellement, en termes de chiffre d'affaires, il y a une répartition quasi équivalente entre l'Europe qui représente 45% et 42% aux US, et une implantation en Amérique latine et en Asie, mais qui pour l'instant reste beaucoup plus marginale. Alors maintenant on va se pencher un petit peu plus sur les chiffres de l'entreprise. Donc on voit que c'est une entreprise qui a un chiffre d'affaires en forte croissance, avec un chiffre d'environ presque 30% de manière annuelle sur les 5 dernières années, avec de manière parallèle une augmentation de son résultat net dans les mêmes proportions, enfin un peu moins, mais de manière parallèle aussi. En termes de profitabilité, c'est une entreprise qui a une... Alors ça dépend bien évidemment comment on calcule les éléments de référence de la marge brute. Alors il y a un petit décalage entre le véritable chiffre d'affaires, mais qui n'est pas toujours incorporé dans la façon de calculer les EBITDA, notamment quand on reprend les chiffres de la boîte. Bon, si on prend une analyse très conservatrice, elle a une marge brute d'un peu moins de 20%, une marge nette de 8% pour faire simple, avec des indices de profitabilité qui est le ROE à 30% et un ROIC à 28%, donc des chiffres tout simplement énormes. Alors si on regarde que les chiffres de marge brute, on peut dire qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas de mode, mais c'est plus complexe, on le verra un peu plus tard.
Alors justement, si on s'intéresse sur un plan de son business, est-ce qu'elle a un moat? Elle a un moat en termes de sortie, hein. Il y a un coût de sortie pour les entreprises qui ont ce type de système qui n'est pas forcément, semble-t-il, négligeable. Et puis, il y a une efficience opérationnelle pour Adyen, puisqu'elle a un système, dans son business, elle est beaucoup plus verticale que ses concurrents, avec la prise en compte de plus d'étapes, ce que font pas forcément de manière aussi étendue des systèmes comme PayPal, par exemple. Voilà, après il n'y a pas d'autres modes selon les listes utilisées là. En termes bilanciels, elle n'a pas de dette long terme véritable, et elle a environ 1 milliard de cash disponible, donc un bilan positif. Là-dessus, il n'y a pas de sujet. Bilan extrêmement simple. C'est une entreprise très peu capitalistique, et donc ce qui explique la profitabilité élevée de cette entreprise dès qu'elle dégage du cash, elle a besoin d'assez peu d'investissement. En termes de cash flow, le free cash flow est en augmentation ces dernières années. Bon, là aussi, rien à dire, c'est une très belle entreprise. On voit que juste sur le premier semestre 2021, on est déjà un peu moins de 400 millions d'euros de free cash flow, donc les résultats de l'année complète seront probablement excellents. Alors toute la question, c'est là, au niveau de valorisation. Donc on a un PER actuellement à 149, alors ça bouge pas mal, hein. Donc du jour où j'enregistre la vidéo et au moment où vous la regardez, vu qu'elle chute pas mal, ça peut pas mal bouger. En tout cas, au moment où j'enregistre la vidéo, c'est-à-dire autour du 22 janvier 2022, elle est à peu près à 150 de PER. Le price to free cash flow est à 46, le price to book, on s'en moque un petit peu ici, et le price to sell est supérieur à 12. La croissance des bénéfices, elle est de 29% sur les 5 dernières années, donc ça nous fait un PEG, si on utilise ce critère là pour le taux de croissance, qui est d'environ 5, donc un marqueur relativement élevé, en tout cas une entreprise bien valorisée. Alors maintenant, si on utilise si on essaye de matérialiser ça en termes de scénario, donc si on part d'un bénéfice 2021, alors qui n'est pas encore publié, mais qui serait d'environ 12 euros par action, si on lui applique un taux de croissance de ce bénéfice par action de 30% sur les 5 prochaines années, donc c'est la marge haute des objectifs que se fixe l'entreprise, hein. L'entreprise se met un objectif entre 25 et 30% de croissance du chiffre d'affaires, avec potentiellement un petit effet de levier en termes d'augmentation de sa marge opérationnelle. Donc on pourrait atteindre éventuellement 30% de croissance des bénéfices sur les 5 prochaines années. Puis si on applique 15% dans les 5 à 10 années suivantes, et qu'on a un PER terminal à 28, donc avec une entreprise extrêmement profitable avec un moat, on aurait une valorisation terminale qui serait d'environ 2500 euros. Et donc si on veut un retour sur investissement à 10% par an avec une valorisation terminale qui serait dans ces eaux-là, il faudrait rentrer pour un prix en dessous de 1000 euros. Au moment où je vous parle, celle-ci, et le prix de l'action est à 1800 euros. Donc voilà, la valorisation actuelle correspond plutôt à mon scénario 2. Donc si on part 12 euros, ça voudrait dire une croissance de 40% de bénéfices par an sur les 5 prochaines années. Donc c'est tout simplement énorme. Et puis 20% avec un PER terminal à 30. Donc c'est ce que price à peu près le marché actuellement. Ça semble, alors est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, mais en tout cas ça impose qu'il n'y ait pas de mauvaises nouvelles et pas d'accident de parcours sur cette entreprise-là. Donc pour moi, ces niveaux-là, je ne rentrerai pas, parce qu'il n'y a pas de marge de sécurité. En 1857 euros, si on veut un taux de retour sur investissement de 10% par an, ce qui est mon objectif ici.
Et si on est plus pessimiste, c'est-à-dire 20% de croissance des bénéfices sur les 5 prochaines années et 10% ensuite avec un PER terminal 22, alors si on est pessimiste, mais ça reste quand même des résultats excellents, il faudrait pour avoir un retour sur investissement de 10% par an, rentrer autour des 400 €, donc là on voit qu'on est très loin des niveaux de valorisation actuels. Pas de dividende actuellement. Sur les 3 dernières années, il n'y a pas eu de dilution des actionnaires, mais il n'y a pas eu de rachat d'actions non plus, donc rien à dire en particulier là. Alors un mot sur la concurrence. Comme je vous l'ai dit, c'est un domaine très technique et que je ne maîtrise pas bien, donc j'ai pris quelques entreprises entre guillemets de la fintech pour les comparer en termes de chiffres. Même si elles ne sont pas tout à fait sur les mêmes secteurs de business. C'est juste pour avoir des éléments d'échelle de comparaison. Alors, Adyen, c'est une capitalisation de 57 milliards d'euros. Alors oui, dans ce tableau, en plus, il y a je vous ai pas converti l'euro-dollar. Je vous laisse le faire si ça vous intéresse. C'est vraiment pour avoir une idée d'échelle plus que d'avoir des chiffres extrêmement précis ici. Vous avez un chiffre d'affaires d'un peu plus de 3,6 milliards, un PER à 150, un VE sur sale à 12, un price to cash flow à 47 et une marge, on va dire, nette, on va retenir ce chiffre-là, 8%, un ROE et un ROI qui sont juste excellents à 30 et 28%, et une croissance du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années qui était à 50%. Donc en fait une entreprise profitable, peu capitalistique, mais qui est encore bien valorisée, même si effectivement le taux de croissance est très élevé du chiffre d'affaires. Alors Square, c'est une entreprise donc qui pèse 55 milliards de dollars, un PER à 135, un price to free cash flow à 124, une marge nette à 3%, un ROE à 21 et un ROIC à 8,4%, et avec une croissance du chiffre d'affaires qui est là, qui est encore plus élevée à 60%. Donc peut-être une entreprise qui est un petit peu plus tôt dans son développement et une profitabilité qu'on peut imaginer sera meilleure dans le futur. En tout cas, il faut l'espérer au niveau de valorisation actuelle. Voilà. Mais en tout cas, actuellement, une grosse croissance. Ensuite, on a peut-être des entreprises plus matures avec donc Intuit qui est une entreprise qui est plutôt sur du B2B, 150 milliards de dollars de capi, un PER à 72, un VE sur sale à 15, donc quand même bien valorisé, un price to free cash flow à 60. Alors une marge qui est par contre très élevée à 20%, marge nette 20%, un ROE à 28, un ROIC à 20, donc excellent, et une croissance du chiffre d'affaires de 17%. Donc on change d'échelle en termes de croissance de chiffre d'affaires, mais une entreprise qui a des marges plus élevées, des éléments de rentabilité élevés, mais avec quand même des niveaux de valorisation qui restent malgré tout extrêmement élevés si on s'intéresse au VE sur sale ou au price to free cash flow. PayPal, ça pèse 192 milliards de dollars, le PER est à 41, le VE sur sale à 8, price to free cash flow à 41, la marge nette est à 20%, le ROE à 24, la ROIC à 15,6, et la croissance du chiffre d'affaires sur les 3 dernières années, c'est 18%. Donc là aussi, une entreprise sans doute plus mature, avec des marges plus élevées, des niveaux de valorisation entre guillemets un petit peu plus bas, en tout cas sur le PER, mais avec une croissance qui est plus faible aussi, de son chiffre d'affaires en tout cas. Et on va le voir avec Visa qui est là, une croissance de son chiffre d'affaires donc seulement de 5% par an, mais qui a une profitabilité juste énorme avec une marge nette de 51%, un ROE à 36,6 et un ROIC à 18,4, donc des chiffres excellents. Et du coup, mais qui garde quand même des niveaux de valorisation élevés avec un PER à 46, un VE sur sale à 18 et un price to free cash flow à 38,5, mais avec derrière un moat évidemment élevé. Bon, une fois de plus, ces entreprises elles sont pas comparables en tant que telles, elles sont pas tout à fait dans les mêmes segments, mais c'est vraiment pour des histoires d'échelle. Et puis notre entreprise française Worldline, donc c'est 12 milliards, donc c'est une petite entreprise à côté, un PER à 53, alors sur le chiffre de 2020, avec alors qu'il faut le relativiser parce que alors j'ai pas creusé le dossier Worldline, mais probablement que si vous prenez des chiffres attendus de 2022, on se retrouve plutôt dans des PER autour de
de 30, en tout cas plutôt proche de ces niveaux. Un VE sur sale à 3, donc beaucoup moins valorisé, un price to free cash flow à 24. Par contre, une marge très faible à 5,5% qui s'est effondrée notamment ces dernières années. Donc là, peut-être un levier s'il y a un recovery de ça. Un ROE qui est actuellement tout simplement à 3% et un ROIC à 2%, donc assez mauvais. Et quand même une croissance du chiffre d'affaires qui a quand même grossi de 20% sur les 3 dernières années. Donc l'enjeu pour Worldline, c'est de retrouver une marge opérationnelle, une marge nette plus élevée afin d'optimiser ses revenus. Et puis ça reste un petite entreprise à côté de ses concurrents, notamment américains. Alors, un mot sur l'analyse technique. Donc là, je vous ai représenté le cours d'Adyen en données hebdomadaires. Donc on voit que par rapport à ses plus hauts, elle a quand même déjà pas mal corrigé. Alors si on reprend on fait un retracement de Fibonacci depuis ses plus bas au mois de mars, enfin pas de ses plus bas, mais en tout cas depuis le bull run qu'il y a eu depuis le mars 2020, donc la crise Covid, elle est déjà allée retoucher la moitié de sa croissance. On voit qu'elle est clairement en tendance baissière sur court et moyen terme, même en données hebdomadaires, et qu'on reste encore à des niveaux de valorisation élevés. Donc il y a un niveau technique au niveau en tout cas elle a fortement enfoncé le niveau des 61,8 qui était autour des 2000 €. Probablement, techniquement elle peut aller toucher le niveau de 0,38 qui est autour de 1500 €, donc encore une baisse importante sur ce titre possible. Et même à ces niveaux-là, pour moi, elle reste encore un petit peu élevée. Donc pour être simple, moi je me reposerai la question à ces niveaux-là, au niveau des 0,23, c'est-à-dire éventuellement des 1200 €, même si pour moi ça reste encore des scénarios optimistes de valorisation, mais à ce moment-là elle aura quand même énormément corrigé depuis ses plus hauts, mais en tout cas affaire à suivre, parce que rien que il n'y a pas eu de mauvaises nouvelles, c'est simplement le changement d'ambiance, puisqu'il n'y a pas eu non plus de nouvelles d'augmentation des taux. C'est une entreprise qui a zéro dette. On voit qu'elle a déjà corrigé énormément, donc probablement qu'il y a vraiment un retournement de marché sur ces valeurs dites de croissance. Et donc là, clairement, il ne faut pas les acheter à n'importe quel prix, parce que là, vous ne pouvez plus jouer de surfer sur la tendance, puisque la tendance, là, je pense qu'elle est en train de s'inverser pas mal. Donc à vous de voir quels sont à votre niveau d'entrée. En tout cas, moi, pas avant les niveaux de 1200 €, je reste en dehors, en tout cas pour ma part. Ensuite, on va conclure. Donc, vous savez que moi, avant de conclure, une petite checklist. Donc, pour voir si j'investis sur cette entreprise. Alors, est-ce que je comprends le business model de cette entreprise? Clairement non. C'est trop technique. Je comprends pas bien ce qui a différencie de ses concurrents. Je comprends pas ce qui en fait, ce qui fait son caractère exceptionnel. C'est éminemment technique. Bon, donc là, clairement, je comprends pas tous les aspects de cette entreprise. Est-ce que le business sera toujours là dans 20 ans? Probablement, lui ou un de ses concurrents, et je pense que là, c'est tout le sujet. Je suis pas consommateur, c'est essentiellement du B2B, pour faire simple. On choisit pas de passer via Adyen quand on achète chez tel ou tel marchand. C'est le marchand qui décide de travailler avec eux ou pas. En tout cas, je me suis plus penché sur cette entreprise que sur l'achat de mon prochain frigo, donc ça au moins j'ai fait cet effort là. C'est une entreprise qui disrupte son marché, donc en l'occurrence je crois pas que c'est elle qui va se faire disrupter. Elle a un moat très probablement du fait de son positionnement très vertical dans la chaîne des activités, voilà.
Elle a une croissance qui est extrêmement élevée, ce qui en fait son aspect séduisant. Elle n'a pas dilué ses actionnaires sur les 3 dernières années, donc ça aussi un point très positif. Est-ce que c'est un potentiel debugger? J'en sais rien. Le marché est tout simplement énorme actuellement. Elle est avec une toute petite frange du marché, donc elle peut que grossir. Alors de la faire x10, pourquoi pas, si elle est vraiment exceptionnelle. Alors les éléments qui plaident pour l'achat de cette entreprise, c'est que c'est une entreprise qui est profitable avec une très forte croissance, qu'elle a un moat, le bilan il est tout simplement excellent, elle a un bon cash flow, qui est en croissance, donc rien à dire. Il y a une récurrence de ses revenus extrêmement prévisible, donc là aussi rien à dire. Le réservoir du marché est sans doute juste gigantesque. Tout ce qui en fait le problème, c'est les niveaux de valorisation actuels qui scénarisent quand même des taux de croissance tout simplement immense, et donc qui ne permettra pas la déception même après la forte correction qu'on vient de voir et qui est peut-être pas terminée. Et puis un des éléments en compte, mais à titre personnel, c'est que je comprends pas tous les aspects du business model, et donc je serai pas forcément le plus à même de voir émerger un concurrent qui serait plus fort en termes de business model de fond, et donc il faut connaître ses propres limites en tant qu'investisseur particulier sur ce type d'entreprise technique. Voilà. En tout cas, si vous avez un avis sur cette entreprise, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me le laisser en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un like, ça soutient le développement de la chaîne. Merci à vous et à bientôt.